nous avons l'agréable plaisir d'accueillir comme invité Dr Serge Bagnogen, professeur à l'école d'études politiques à la faculté de sciences politiques de l'Université d'Ottawa au Canada. Les champs d'expertise du professeur Bagnogen: campagne électorale, démocratie, géopolitique, mondialisation, relations internationales, économie politique, terrorisme, etc. Professeur Bagnogen est auteur de plusieurs ouvrages et consacrés notamment à l'Afrique. Merci, professeur Bagnogen, d'avoir répondu à l'invitation de Caméra Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Pour entamer cet entretien, professeur, quelle est la nouvelle configuration politique du Parlement européen pour la période 2024-2029 après les élections de dimanche dernier? D'abord, ce qu'on note, c'est que la majorité qui était déjà là, la majorité du Parti populaire, qui est le parti des diverses droites, s'est renforcée avec plusieurs sièges nouveaux, avec de nouveaux sièges. On constate aussi que dans la plupart des pays, sauf peut-être en Italie et en Pologne, mais les partis au gouvernement, les partis du gouvernement ont perdu leur pari. On constate aussi que Europe Écologie Les Verts, les partis écologiques qui sont représentés à l'Europe, ont aussi pris du recul à ce niveau-là. Donc je crois que ces trois éléments sont principalement les meilleurs, les plus grandes informations qui sont là. Pour commencer, le parti qui était déjà là en place, le parti de droite, le parti à droite des partis populaires qui regroupent les divers partis d'orientation de droite, se sont renforcés avec plus de sièges. Ensuite, la plupart des partis qui dirigeaient le pouvoir, le gouvernement, ont mordu la poussière, si je peux m'exprimer ainsi, sauf à l'exception de l'Italie et de la Pologne. Ensuite, il y a eu justement le recul des partis écologiques. Bon, notamment en France, on peut parler du Rassemblement national. On aura quand même à en parler en détail. Professeur, comment les résultats des élections de dimanche dernier reflètent-ils le climat politique, je dirais, plus large en Europe? Bien, oui, on pourrait dire que ça reflète un climat politique. Il y a deux choses importantes à savoir. La première chose, c'est que de manière générale et régulière, ce genre d'élections ont souvent donné lieu à des contestations justement des partis traditionnels. C'est vraiment un vote de contestation qui a souvent eu lieu aux européennes. Ensuite, il faut quand même savoir que dans certains pays, il y a comme un séisme à deux niveaux. On va peut-être parler de deux pays en détail plus tard, la France et l'Allemagne. En France, on va quand même se dire les vraies choses là. Il y a une tendance lourde de plus en plus qui montre un engagement de l'électorat envers l'extrême droite qui se prononce, qui devient de plus en plus prononcé. On a vu un succès plus ou moins aux différentes élections, un succès qui se confirme, qui s'accroît et qui se maintient. Ensuite, on est passé un peu à ce que je pourrais appeler en Allemagne à l'étape de la naïveté, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, des partis radicaux, surtout de droite, sont sans complexe et évoluent. On a aussi vu que, par exemple, dans un pays comme la Belgique qui abrite l'Union européenne, le parti au pouvoir, justement, a perdu et le Premier ministre belge a dû démissionner. Véritable coup de tonnerre également en France, puisque immédiatement après la publication des résultats des européennes de dimanche dernier, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées pour le 30 juin et le 7 juillet prochain. Quels sont, je dirais, les facteurs clés qui expliquent le succès des partis d'extrême droite? Mais d'abord, ce serait intéressant que les Français se regardent dans un miroir et cessent de nier une évidence. De plus en plus, l'extrême droite est permanente, est consistante justement dans le nombre de voix qu'il a. Ce nombre s'accroît et puis on est ici plus dans dans un vote de contestation, mais on est plus dans un vote qui s'implante et qui devient plus ou moins à la fois identitaire et idéologique. C'est sûr que
En règle générale, les partis extrémistes construisent toujours sur les désillusions à la fois politiques et économiques. Au niveau économique surtout, on a vu que l'inflation avait vraiment fait mal à, même si aujourd'hui elle recule, avait fait beaucoup mal à l'économie française, dont la croissance prévue ne pourrait être que de, je crois, 0,7% cette année-ci, ce qui est une croissance vraiment anonyme, encore un peu supérieure à celle d'Allemagne, on va y revenir, mais c'est une croissance qui, justement, le recul de l'économie donne l'accès et donne le point ou la main aux partis radicaux et extrémistes qui, justement, eux, peuvent surfer justement sur les douleurs, les souffrances, les frustrations de la population pour bâtir un terreau électoral. En ce qui concerne principalement la France, on constate quand même que les partis de droite, d'extrême droite qui pendant longtemps avaient été ostracisés, sont aujourd'hui des partis qui évoluent et qui ont à la fois qui grangent de l'espace à la fois dans l'électorat rural qui était le terreau fertile, mais aussi dans l'électorat urbain, ce qui est significatif d'un malheur assez important et d'un questionnement. Et d'ailleurs, c'est la fracture d'un certain nombre de contrats sociaux, c'est-à-dire un certain nombre de consensus sociaux qui étaient réguliers et permanents en France depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même, il faut composer avec un électorat qui est régulier, qui est progressif et qui évolue. C'est pas seulement un effet, c'est pas un coup d'arrêt, c'est pas juste un effet, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. On le voit, on a vu cet électorat progressif, on a vu les leaders être de plus en plus connus, compris et même invités. Donc, c'est fini l'époque où en France, l'extrême droite était ostracisée, rejetée, repoussée. Vous vous rappelez par exemple que dans les années en 97, lorsqu'il y a eu élection entre Jacques Chirac et Le Pen, il a carrément refusé d'avoir un débat avec Jean-Marie Le Pen à l'époque. On est bien loin de cette époque-là où aujourd'hui il y a des débats justement avec l'extrême droite, où l'opposition se fait de plus en plus entendre, où de plus en plus de Français adhèrent aux idées qui sont les leurs, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils adhèrent. Donc on est ici dans une situation qui est double. D'abord, sur le plan purement politique, où les Français sont clairement déçus par les politiques mises en place par les partis dits traditionnels, mais aussi sur le plan public, sur le plan économique, où justement l'économie française est en principal recul, qu'elle a subi énormément les assauts à la fois des politiques durant la Covid, mais aussi de l'inflation qui en a suivi, et toute la crise justement de la chaîne d'approvisionnement a un impact énorme sur l'économie française. Et là, on voit donc cette chevauche-là comme étant le reflet de ces économies-là, de cette situation-là. En dehors de ces questions économiques, et professeur Serge Banyuguen, on a constaté un vote massif des jeunes pour le Rassemblement national à ces élections. Est-ce qu'il y a un effet Jordan Bardella, 28 ans, comme tête de liste du Rassemblement national? Alors, il y a vraiment le phénomène jeune, il faut le comprendre comme étant l'absence de référence, l'absence d'histoire. C'est-à-dire que ces jeunes n'ont pas connu les excès, par exemple, du Jean-Marie Le Pen père, ou les idées plus ou moins radicales. Bon, celles de Bardella le sont un peu, mais on va y revenir. Mais ils n'ont pas connu ces moments où l'espace, où les idées que les leaders de l'extrême droite promouvaient n'avaient pas place dans l'espace public ou même dans le consensus national public en France. Alors, c'est des jeunes qui arrivent nouveaux et qui ont été déçus par les promesses non tenues de la plupart des politiques libérales mises en place à la fois par le président Macron et d'autres gouvernements avant eux. Et c'est justement cette déception-là se traduit par un engagement poussé vers les extrémistes. Par rapport longtemps, on se serait attendu que par rapport à leur âge, par rapport à leur jeunesse, par rapport à ce qu'on connaît des jeunes qui adhèrent plutôt à l'extrême gauche, mais en France, c'est plutôt l'extrême droite qui recolle cela. Il faut aussi dire que Jordan Bardella, par exemple, en plus d'avoir les idées qui sont les siennes, est le produit justement le produit de la télévision, le produit des médias sociaux. Et ça, là, les jeunes
ils sont présents largement et s'y reconnaissent. Donc, il y a quand même un effet qu'on peut dire à la fois Bardella, mais aussi à la fois les médiums qui sont utilisés par ces partis-là aujourd'hui pour faire passer leurs idées. Après la décision du président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale dimanche dernier, on entre donc en France dans une sorte de recomposition du paysage politique. Éric Ciotti, président de LR, les Républicains, a conclu un accord avec son homologue Jordan Bardella. La droite républicaine donc qui rejoint l'extrême droite française. Oui, il faut dire que c'est, comment dire, ils ont flirté longtemps ensemble et finalement l'union est devenue, enfin flirté dans les idées, l'union est devenue finalement officielle. Mais revenons sur la décision du président Macron. La décision du président Macron tient uniquement du fait que les élections européennes ont souvent été des élections de sanctions contre le parti dirigeant. Tandis que lorsqu'on arrive aux élections législatives, les gens comprennent les enjeux et puis se ravivent. Il s'agit d'une décision lourde de conséquences. C'est une décision qui peut mettre Jordan Bardella aux portes de Matignon. Est-ce que les Français iront jusqu'à faire confiance à l'extrême droite? Ce n'est pas certain. Ce qui est sûr, c'est que le front républicain sur lequel, justement, ça avait été construit, le rejet automatique de l'extrême droite arrive aujourd'hui à son terme, avec justement l'alliance des républicains, d'Éric Ciotti, avec l'extrême droite. Ça veut dire qu'on est arrivé aujourd'hui avec un groupe qui est décomplexé, qui n'est plus ostracisé et qui plie au parti historique et connus comme les républicains. Donc, il s'agit vraiment d'un double choc qui montre le signalement. Alors, il faut que vous compreniez aussi que on parle ici, cette alliance donne à la fois une crédibilité idéologique et une légitimité que le paysage politique français avait toujours rejeté, oublié ou refusé au Rassemblement national. Ça, c'est vraiment un double élément qui démontre que cette alliance, ce dialogue qui a commencé longtemps, et cette alliance qui se met en place de manière progressive aujourd'hui, peut faire très très mal justement à la fameuse coalition justement du centre du président Macron. Parce que le président Macron s'était voulu comme un rassembleur au centre, avec à la fois beaucoup plus à droite d'ailleurs qu'à gauche, mais avec les gens de gauche et les gens de droite qui mettaient ensemble. Aujourd'hui, le fait que la gauche officielle, les républicains s'associent à un parti qui pendant très longtemps était encore vu comme étant un parti radioactif, démontre effectivement que ce parti, les élections législatives seront ouvertes et que tout peut arriver aux élections législatives. Le calcul du président Macron donc, est un calcul qui risque d'éclater dans sa face avec une cohabitation qui commence à peine dans ce quinquennat pour lui et qui peut, dans ce quinquennat qui commence pour lui, qui peut durer pendant longtemps et être vraiment, vraiment délicat. D'ailleurs, il pourrait s'attendre à ce que si jamais le Front National remporte pas une majorité des sièges, ce serait incroyable, mais au moins une majorité relative, le mettant dans une légitimité à pouvoir discuter au moins avec d'autres partis pour former le gouvernement, on pourrait s'attendre que de manière logique, de manière politique, le président de la République lui aussi démissionne parce que ce serait difficile pour lui à la fois de pouvoir cohabiter avec le parti, avec l'extrême droite, mais aussi de pouvoir faire passer ses idées, la raison pour laquelle il a été élu. Professeur Serge Banyoguen, quelle est en fait la responsabilité personnelle du président Macron dans la montée du Rassemblement national, dans la mesure où il a fragilisé la gauche pour arriver au pouvoir en 2017, cornérisé la droite pour être réélu en 2022? Oui, mais d'abord, il faut peut-être séparer les deux choses. En ce qui concerne la gauche a le même problème depuis longtemps et il a toujours été le même problème, c'est que on parle des gens qui sont très intellectuels, qui réfléchissent beaucoup, qui ont des philosophies, qui ont des idéologies et qui ont des débats à la fois internes qui sont difficiles à cerner
pour l'électorat moyen. C'est-à-dire que quand vous prenez la plupart des divergences entre justement les troquistes et les socialistes et puis les communistes sont très complexes et très délicats pour l'électorat moyen. Alors quand vous voyez ça, la différence, on pourrait peut-être revenir plus tard, on expliquer pourquoi est-ce que l'extrême droite perce. Parce que elle a les solutions simples aux problèmes complexes. L'extrême droite l'élément important, c'est que l'extrême droite peut et réellement a des solutions simples aux problèmes complexes. Tandis que la gauche extrémiste a beaucoup complexifié cela. Elle a donc eu du mal à se mettre ensemble. Elle aura encore peut-être du mal encore à se mettre ensemble cette fois-ci pour les législatives. La droite justement, vous l'avez bien signalé, le président Macron n'a pas aidé parce qu'il a siphonné ces deux partis-là en offrant les prébendes des positions aux uns et aux autres, ce qui a empêché les partis vraiment de pouvoir se construire ou se reconstruire. Aujourd'hui, cette ouverture-là, il ne faut pas oublier que l'extrême droite s'est toujours positionnée comme étant du côté du peuple contre les élites. Alors, on a les élites qui se battent dans les débats interminables, tandis que l'extrême droite trouve les solutions concrètes et a l'air de se préoccuper des problèmes qui concernent la population. Tandis que le président Macron a fait tout son beurre politique, tout son capital politique a arrivé à déconstruire, détruire, délicter les deux partis, les deux groupes ou les deux pôles traditionnels qui étaient la droite républicaine et la gauche républicaine. Aujourd'hui, évidemment, on ne sait pas si on peut encore parler de droite républicaine puisque ça s'associe foncièrement au parti d'extrême droite. Mais c'est aujourd'hui le résultat du travail qui a porté le président Macron au pouvoir comme étant le rejet, justement, d'une classe politique qui était longtemps restée, qui se reposait sur le laurier. Le problème qu'ils n'ont pas anticipé les stratégies du président Macron, c'est que ce rejet-là pouvait s'étendre aussi, pouvait aller dans le sens de l'approche du Front National qui, lui, a toujours davantage rejeté les élites qui ont caporalisé la politique d'après leur discours. La politique française d'après le discours. Donc, le succès du président Macron a aussi, en quelque sorte, préparé le succès du Front National. Peut-on vraiment parler d'une alliance entre les Républicains et le Rassemblement national dans la mesure où de nombreux leaders de ce parti ont qualifié la décision de M. Ciotti de personnelle? M. Ciotti est le leader officiel, c'est ça. C'est vrai que le problème, c'est quand il est vraiment le leader officiel des Républicains aujourd'hui. C'est une décision lourde, elle est historique, elle est incroyable, elle est exceptionnelle. Mais il faut quand même revenir un peu en arrière et pour rappeler que oui, aujourd'hui, les ténors ne sont pas d'accord, les anciennes grosses pointues du parti réagissent. Mais l'idée, celui qui a invité quand même, on peut rentrer avec Sarkozy, lorsqu'il disait, si le Rassemblement national dit, le parti de Marine Le Pen à l'époque, c'est pas le Rassemblement national, et le Front National, si le Front National dit que le soleil est jaune, je ne vais pas dire le contraire. Donc, déjà, en surfant surtout sur les plates-bandes les plates-bandes idéologiques, justement, du Front National, de ce qui était le Front National, qui est aujourd'hui le Rassemblement National, le parti officiel, le parti de la droite républicaine, a préparé cette alliance-là, elle a préparé ce terrain-là. Ils ont utilisé les mêmes thématiques, ils ont utilisé les mêmes approches, ils ont proposé les mêmes politiques. Aujourd'hui, c'est très que normal. On peut dire que c'est trop... c'est un peu trop abrupt de le faire de manière officielle finalement, mais le terrain avait été préparé à travers les années, à travers une consistance, une cohérence idéologique qui était visible dans les discours de ces partis-là. Donc maintenant, c'est très difficile pour les gens qui ont été là pendant longtemps d'accepter quand même de cheminer de manière officielle, comme l'a fait M. Ciotti, avec le Rassemblement national. Ça là, c'est assez délicat et c'est difficile. C'est pour ça qu'on assiste à cette montée de boucliers de la plupart des leaders de ce parti-là. Mais Éric Ciotti en est le leader officiel. Et il est celui qui est, de manière légitime, prompt à pouvoir l'engager dans une alliance concrète et officielle comme celle-là. Oui, mais engager le parti officiellement, oui. Mais un député de LR peut décider de ne pas supporter un candidat, par exemple, du Rassemblement national, ou bien ne pas se retirer dans sa circonscription face à un candidat du Rassemblement national.
Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important là-dedans, c'est justement ce qu'on appelle en sciences politiques le report des votes. Justement, si comment est-ce que ce rassemblement, excusez-moi, c'est comment est-ce que ce report de vote va se faire? Est-ce que le report de vote va se faire en faveur du Rassemblement national? Ce n'est pas évident parce que d'ailleurs, il s'agit d'un parti, le Rassemblement des Républicains, qui est divisé, qui est morcelé, qui avait ses propres courants en son interne, justement avec euh, d'autres acteurs. Mais le problème, l'idée le plus important que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que on a franchi un cap. C'est un cap qui n'avait jamais été franchi par aucun parti officiel, aucun parti, je veux dire, aucun parti dit républicain. Il y avait toujours eu un front républicain. On appelle ça un front républicain contre l'ensemble, contre l'extrémisme. Et aujourd'hui, en ouvrant la porte, en marchant vers le Rassemblement national, Éric Ciotti et le parti dont il est le leader vient de briser un consensus social, un consensus politique en France qui aujourd'hui est mis à mal. Et évidemment, il va avoir une nuit long couteau à l'intérieur des Républicains. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura un avant et un après cette déclaration d'hier. Professeur Serge Banyoguen, la gauche française est également divisée. Depuis la fin de la présidence de François Hollande, le Parti socialiste n'arrive pas à mobiliser ses troupes. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est désormais le plus important courant de la gauche française. Pour son malheur, son leader charismatique, Jean-Luc Mélenchon, est trop clivant. Ben, et d'abord, en passant, vous allez remarquer que généralement, on parle de... Vous allez être surpris, mais c'est vrai. C'est que en sciences politiques, on parle de la théorie du fer à cheval, qui veut dire que en fait, les deux extrêmes souvent sont beaucoup plus proches qu'ils nous le disent. Euh, vous l'avez bien signalé, la présence Hollande a atomisé ce qui restait encore du Parti socialiste traditionnel. Et après cette présence-là, justement, fort de son sport, troisième homme lors des présidentielles qui ont suivi, Jean-Luc Mélenchon a entrepris de faire une OPA, une offre publique d'achat justement sur le parti et surtout sur le Parti socialiste, mais aussi sur la gauche en tant que telle qu'elle est connue. Ça n'a pas toujours marché parce que justement, il y a les divisions historiques qui existent là et qui sont présentes. Aujourd'hui, il est quand même la figure de ce courant politique la plus proéminente en France. Et il essaie encore plus ou moins, maintenant, il y a aussi les syndicats qui sont entrés en jeu, de pouvoir, même si vous allez me dire, les syndicats ne sont pas les partis politiques, oui, dans ce contexte ici, vraiment, la gauche n'a pas eu d'autre choix que d'impliquer de manière politique les syndicats afin de pouvoir justement balancer un peu et maintenir l'équilibre. C'est pas évident que ça va se faire parce que, comme je vous l'ai dit, la question, justement, alors que en matière d'élection, il faut être très direct, très clair. La question de l'urne pour les socialistes n'est pas claire. Alors, les socialistes sont toujours perdus dans les débats philosophiques. La gauche a toujours les débats philosophiques sur les différentes tendances, sur la construction historique de ces idéologies-là, tandis que les populations en France comme ailleurs ont des préoccupations terre à terre. Le coût de la vie, le panier de la ménagère, l'impact de l'inflation sur les humains, la perte des identités telle que la présente de manière sans complexe l'extrême droite. Ça, c'est les questions, je ne dis pas qu'elles sont toutes des questions, mais c'est des questions qui sont concrètes et qui tendent à montrer qu'il y a des solutions concrètes pour les populations. Mais est-ce que réellement on peut parler de la gauche française actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas quatre gauches? La France insoumise, le Parti socialiste traditionnel, les écologistes et puis le Parti communiste. Au-delà du Parti communiste, je pense qu'on pourrait peut-être substituer au Parti communiste les syndicats qui sont une force de gauche assez importante et qui ont
intérêt justement à s'allier justement à ces forces, à cette orientation-là, parce que on le sait, une des principales orientations des diverses droites est de dynamiter la force syndicale. Alors, oui, plus que les communistes, je pense que les syndicaux sont vraiment les éléments les plus importants ici dans ce portrait que vous brossez très bien. Le plus inquiétant dedans, et c'est un peu et pas seulement, c'est pas seulement en France, c'est vraiment partout, y compris d'ailleurs au Canada et ailleurs, c'est partout en Europe, c'est qu'il y a un décalage énorme entre une prise de conscience importante des populations sur les besoins écologiques et environnementaux et la réalité, par exemple, des partis, la réalité électorale des partis comme l'Europe Écologie des Verts en France, c'est-à-dire que le plus les Français sont conscients des réalités environnementales, le moins ils font confiance aux partis qui emportent, qui tient cette idéologie comme étant la matrice de son action politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en tenir? Ce qu'on peut en dire là-dessus, c'est que oui, la question politique et écologique est une question politique, peut-être pas la question de l'urne, mais c'est une question politique assez importante, sauf que les électeurs ne pensent pas que le parti écologique peut être de nature à pouvoir porter cette question justement à maturité si jamais ils avaient plus d'accès au pouvoir. Alors, on a vraiment la plus grosse force dans la coalition que vous avez nommée là, c'est vraiment la France soumise de Jean-Luc Mélenchon qui de plus en plus se maintient pas à un niveau assez important pour pouvoir phagocyter les autres partis, mais à un niveau quand même important pour continuer à faire exister la gauche dans le naufrage électoral, dans les naufrages électoraux qui sont les leurs depuis plusieurs campagne maintenant. C'est important. Est-ce que le problème, et aujourd'hui en France, et ça c'est un gros problème, il faut le souligner, c'est que à cause de ses positions par rapport à l'Ukraine, à cause de ses sympathies plus ou moins avouées par rapport à la Russie aujourd'hui, et donc il est les questions pour oui, et gauche, également les questions, la guerre et au Proche-Orient également. Oui, oui. La guerre au Proche-Orient, justement, il a pris une position qui est un peu différente des positions pro-israéliennes des différents partis officiels. Parce que, y compris le parti socialiste et le parti les républicains, il y a une sorte d'unanimité et une sorte de consensus pro-israélien avec lequel tranche Jean-Luc Mélenchon, qui a une posture beaucoup plus pro-palestinienne et qui fait de lui que, durant, à ce moment où ces deux éléments sont très puissants et très forts et qui comptent beaucoup dans l'orientation politique française, justement, il est difficile de le voir comme étant un probable chef de gouvernement si jamais les électeurs faisaient confiance à la gauche, aux élections législatives anticipées. Professeur Banyoguen, nous avons beaucoup parlé au cours de cette émission des conséquences des élections européennes de dimanche dernier sur la politique nationale française. Revenons un peu sur l'ensemble de l'Europe. L'immigration a été un des principaux thèmes de la campagne pour ces européennes. Si on analyse maintenant, depuis dimanche, les résultats de ces élections, il est clair que l'immigration a conduit de nombreux électeurs de l'extrême droite aux urnes. Oui, ben écoutez, l'avantage enfin, je dis c'est comme ça là, l'avantage des partis d'extrême droite est d'avoir des solutions simples aux problèmes complexes. C'est-à-dire que on a un problème économique, c'est la faute à l'immigration. Et alors, vous savez que sur le plan purement politique, ce genre de message, on le voit aussi un peu aux États-Unis où vous êtes, ce genre de message passe facilement parce que ça apporte une solution concrète à un problème concret. Et l'immigration a toujours été un peu un cheval de bataille de l'extrême droite, que ce soit l'AfD en Allemagne ou alors le Rassemblement démocratique, le Rassemblement national, en France, ou même le mouvement 5 étoiles de Umberto Bossi en Italie. Alors, voilà ce qui passe, qu'il faut comprendre, parce que c'est vraiment, il y a deux dimensions ici. Et là encore, elles sont à la fois politiques et économiques. D'abord, la première dimension politique, c'est que il y a ce spectre de perdre qui nous sommes, Européens,
qui est justement de plus en plus, et on a vu ça beaucoup en France, justement, avec les leaders comme Éric Zemmour, qui est une communauté qui se dissout de plus en plus à cause de l'immigration. Ça, c'est les raisons qui sont un terreau fertile vers les populations qui sont marginalisées, qui sont fragilisées et qui ont peur. L'autre élément est purement économique. Si ça ne marche pas, ben, la raison est simple, c'est à cause de l'immigration. Ça ne marche pas économiquement parce que on a les immigrants qui viennent et qui, justement, et ça c'est leur mot, pas les miens, qui prennent le boulot des natifs et qui rendent l'emploi l'emploi difficile, mais aussi l'emploi moins cher parce que c'est des gens qui vont accepter de prendre tout et faire tout à la place. Et il faut comprendre aussi, et là vous voyez un peu le lien entre le succès de l'extrême droite et l'économie. On a en Allemagne une croissance anémique qui est de 0,1%. Les prévisions en 2024, c'est 0,1% de croissance économique qui est attendue en Allemagne. Donc, ça a un impact à la fois sur l'emploi, sur la qualité de vie, sur les revenus, sur les éléments. Et il est donc facile pour un mouvement radical comme l'AfD de démontrer justement qu'ils sont, comme le nom le dit, l'alternative pour autre chose, qui sont une alternative qui va permettre à l'Allemagne de ne pas laisser justement envahir par les gens qui viennent mettre en mal à la fois son économie et son identité. Ce genre de message, l'immigration est vraiment un souffle-douleur simple, efficace, parce que ça va aussi chercher dans l'émotion, en termes d'identité, par exemple, ça va chercher dans l'émotion par rapport aux gens qui souffrent, qui sont d'un posture qui est délicate. Voilà un peu la recette de l'extrême droite qui marche beaucoup. Dans certains cas, dans des contextes comme les élections européennes. Et professeur Banyoguen, nous allons revenir en France. Une dépêche que nous venons tout juste de recevoir. Réunis en bureau politique ce mercredi 2 juin, les principales figures de LR ont prononcé l'exclusion de leur président qui a souhaité une alliance avec le Rassemblement national en vue des législatives. Éric Ciotti conteste cette décision. Bien, comme je vous disais, c'est la nuit est longue couteau. C'est la nuit est longue couteau et puis il y a les combats à finir. La nuit est longue couteau qui commence avec la droite, justement les républicains, mais on peut s'attendre. On va voir ensuite ce que fera l'électorat. C'est ce que l'électorat suivra. Éric Ciotti lui conférera ainsi une certaine légitimité ou alors il restera avec les leaders traditionnels. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a en plus beaucoup chez les leaders politiques français un déni. Un déni parce que la vérité ferait mal de voir que oui, la population française, l'électorat française est de plus en plus radicale et a accru son support vers les politiques les plus radicales qu'elles soient depuis de manière constante depuis un certain nombre de temps. Donc, est-ce que ces leaders seront suivis ou bien l'électorat suivra l'orientation d'Éric Ciotti? C'est intéressant à voir dans les élections, le premier tour d'abord, qui arrive à grands pas, et ensuite au second tour, qui va démontrer vers où l'orientation de l'électorat s'en va. Sur le plan européen, et professeur, et comment la présence accrue des partis d'extrême droite au Parlement pourrait-elle affecter, je dirais, l'agenda législatif de l'Union européenne? Ben, d'abord, il faut avouer que les mouvements de droite populaire ont maintenu quand même une assez ascendance en accroissant par 25 sièges de plus leur place. C'est sûr que ça leur permettra de négocier je pense, par une négociation entre Ursula von der Leyen et puis Meotti, la première ministre italienne, pourrait permettre que cette droite vraiment puisse justement, cette droite officielle républicaine puisse maintenir la même mise sur l'électorat, sur justement les institutions parlementaires européennes. Mais c'est sûr que la présence justement de l'extrême droite qui, dans plusieurs pays, l'Allemagne, la France notamment, a fait mordre la poussière au parti au pouvoir. Et d'ailleurs, vous savez qu'en Belgique, le Premier ministre a carrément démissionné. Cette présence accrue
et permanente peut, et régulière, je veux dire, et qui s'accroît, va créer beaucoup de débats au niveau européen et va faire en sorte qu'il va falloir avoir une négociation pour que l'agenda, justement, justement du bloc populaire, les partis populaires européens, EPP, puissent se mettre en place. C'est sûr que l'autre élément que les partis, justement, les partis d'extrême droite vont permettre de faire, c'est un débat beaucoup plus accru sur toutes les mesures qui vont être prises. C'est aussi le recul de l'idée, justement, de l'Union, parce que n'oubliez pas que la plupart de ces pays-là, de ces partis-là, pardon, veulent ni plus ni moins que la fin de l'Union européenne, ou du moins dans sa régulation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça va être assez intéressant à voir comme dynamique au moment où la législature va commencer. Professeur Serge Banyoguen, et nous sommes presque à la fin de cette émission. Quels défis potentiels pourraient survenir pour la gouvernance européenne dans un paysage politique plus fragmenté après les élections de dimanche dernier? Je pense que l'Europe a déjà connu la blessure ou bien la blessure ouverte qui n'a jamais été refermée du Brexit. Et aujourd'hui, c'est c'est un traumatisme assez important qui a pris forme et qui prend cours là-dessus. Comment ça va se passer désormais? On ne sait pas. C'est sûr que il va falloir composer avec l'extrême droite. Il va falloir que aussi l'extrême droite peut-être comprennent que les positions populaires et populistes ne peuvent pas gérer une union aussi complexe que l'Union européenne. Alors, la réalité, en fait, c'est que il y a quand même un gros problème aujourd'hui, c'est justement l'aide accrue apportée par l'Union européenne à l'Ukraine. Or, on sait que la plupart des partis d'extrême droite, quand ils ne sont pas simplement ouvertement, on peut le dire, manipulés par la Russie, ont quand même pris une position plus ou moins pro-russe. Alors la politique du soutien à l'Ukraine peut vraiment se voir mise à mal ici. Du moins, même si elle va continuer à être dans sa forme actuelle, elle va quand même être contestée comme il faut s'y attendre. Pour terminer, professeur Banyoguen, avec cette émission, aujourd'hui, comment, selon vous, les opinions des partis d'extrême droite sur l'OTAN et d'autres alliances internationales pourraient-elles affecter la sécurité européenne? Oui, en fait, pour répondre à cette question, il faut ajouter une autre question aussi. C'est-à-dire que cette question va devenir beaucoup plus accrue si jamais, par exemple, Trump devient président aux États-Unis. Parce que Trump, devenu président des États-Unis, il avait déjà fait, lors de son premier mandat, clairement indiqué aux Européens qu'il n'avait aucune intention de continuer à être le parapluie, justement, nucléaire, le parapluie qui supporte la sécurité européenne, mais surtout si les Européens ne payaient pas suffisamment, comme ils l'estimaient, afin que les États-Unis continuent à le faire. Donc, et c'est là où l'extrême droite européenne se rencontre avec les points de vue justement de la droite américaine et qui vont complexifier le travail de l'OTAN. On peut déjà savoir que si ces deux sphères se font, on peut dire que la croissance de l'OTAN en termes de nombre de membres va prendre un coup et peut-être va prendre fin. Pour ça, on peut en convenir. Ensuite, c'est sûr qu'il va falloir que les Européens fassent un choix et investir plus dans leur sécurité ou pas. C'est un choix qu'ils doivent faire. La plupart des pays européens n'atteignent pas les fameux 2% de leur produit intérieur brut qui est requis et donné, requis par l'OTAN pour pouvoir être à hauteur des menaces. Or, en même temps, il y a quand même de plus en plus, on a vu que la Russie a cessé d'être une puissance bénévolente pour devenir une puissance menaçante. Il est impératif qu'il y ait un changement à ce niveau-là, à la fois un changement politique, mais aussi un nouvel investissement, un réinvestissement. On a vu l'Allemagne faire un effort de réinvestir dans le militaire. La France n'a pas suivi, les autres pays n'ont pas suivi à cette hauteur-là. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que quelle sera leur marge de manœuvre avec des gens qui ont, comme l'extrême droite, qui ont des capacités à pouvoir justement influer cette politique-là.